Je poursuis toujours à propos de ces recrues de Caléa. Monsieur le Président, une recrue de Caléa, une des recrues de Caléa a été entendue ici. Une des recrues qui a été présentée par le ministère public en la personne de M. Mamadi Soumaoro. M. Mamadi Soumaoro a été très clair. Il vous a dit ici qu'il y avait plus de 3000 personnes à Caléa comme recrues et que la majorité de ces recrues venaient d'une même région. Il a parlé de la ségrégation dont il faisait l'objet. M. Mamadi Soumaoro nous a appris ici, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que ces recrues étaient entretenues par M. Blaise Gomou, par M. Bienvenu Lama. Il vous a dit la surveillance dont il faisait l'objet. Lui, il était tenu à l'œil. Il était suspecté comme étant un proche de Toumba. Les autres pouvaient filmer les séances d'entraînement. Mais lui, il en était interdit. Il vous a dit que son téléphone Android lui a été arraché et brisé. Monsieur le Président, il vous a dit, et avec une éloquence, une pertinence que je ne pourrai jamais imiter, que ce sont ces recrues qui ont été mobilisées à la date du 20, à la veille même du 28 septembre, et que ce sont ces recrues qui ont été habillées comme étant des bérets rouges, et que ce sont ces recrues qui sont intervenus au stade du 28 septembre. Il nous a appris qu'il a assisté à leur départ. Monsieur le Président, ce témoin qui est l'un des témoins clés, l'un des témoins majeurs, Monsieur le Président, nous a dit la persécution dont il a été l'objet. Ce témoin, Monsieur le Président, après les événements malheureux, il fallait l'éteindre pour pouvoir effacer à jamais toute piste pouvant conduire au véritable responsable du massacre du 28 septembre. Il vous a dit qu'au retour des recrues qui ont opéré au stade du 28 septembre, qu'au retour des recrues qui ont participé au massacre du 28 septembre, que lui, on l'a conduit au champ de tir. Monsieur le Président, ce monsieur est doté d'un pouvoir mystique très fort qui le rend invulnérable. On a tiré de partout sur lui, mais aucune balle n'a pu le pénétrer. Et il fallait coûte que coûte finir avec lui, Monsieur le Président. Ils se sont livrés à toutes sortes d'atrocités, de barbarie, de torture sur sa personne. Et quand il a fait état de ces atrocités, en précisant qu'il emporterait des traces sur son corps,
j'ai sollicité du tribunal, et vous l'avez accordé, pour que l'on puisse, s'il était consentant, procéder à une visite corporelle sur sa personne. Mais, Monsieur le Président, lorsque nous sommes allés voir ces messieurs qui n'a pas eu de larmes aux yeux, partout sur son corps, des traces d'actes d'atrocité. Monsieur le Président, tout son corps. Alors, ces témoins que j'appelle témoins clés nous a plus qu'édifiés dans cette affaire. Parlons à présent des faits. Des faits qui sont survenus dans la nuit qui a précédé le 28 septembre. Ça aussi, c'est un détail que M. Toumba et sa défense jugent extrêmement important. En tout cas, pour une meilleure appréciation des faits. Monsieur le Président, dans la nuit du 28 septembre, le président Dadis a appelé M. Sidya Touré en lui demandant d'annuler la manifestation qui était projetée. Et face à la réticence de celui-ci, Monsieur le Président, il a menacé de le rendre responsable du massacre qu'il projetait déjà. Pour en être convaincu, pour dissiper à ces sujets tout doute à votre niveau, vous me permettrez de vous donner lecture de quelques passages du deuxième procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidya Touré. Ce procès verbal, Monsieur le Président, je vais vous donner les références parce que je ferai en sorte que mes plaidoiries ne sortent pas des faits du dossier. Que la présente plaidoirie ne soit axée que sur des faits et rien que des faits. Alors, je vous renvoie aux pages 3 et 4 du deuxième procès verbal d'audition des parties civiles de M. Sidya Touré en date du 29 mai 2017. Maintenant, je vais vous donner lecture de quelques passages de ce procès verbal. Est-ce hier, avant le 28 septembre 2009, l'événement principal était axé sur la candidature possible du capitaine Moussa Dadis Camara. Cette situation a créé un désaveu entre lui et les populations. Ce fut un rejet. Alors, vous comprenez déjà les motivations de la manifestation du 28 septembre qui n'avait rien d'un complot, même si on veut théoriser aujourd'hui sur des complots qui n'existent que dans la tête du président Dadis et dans celle de sa défense. Il poursuit en disant, dès après, nous, leaders politiques, nous avons décidé de nous réunir pour analyser cette situation. Je ne retiens pas la date. À peine une semaine avant le 28 septembre, nous avons tenu une réunion
au siège du parti FUDEC de M. François Lucien Fall. Cellou Dalein Diallo, Mokhtar Diallo, François Lucien Fall, Jean-Marie Doré, Alpha Condé et moi étions tous présents. Ensemble, nous avons décidé d'organiser un meeting le lundi 28 septembre 2009 au stade du Dinon pour marquer notre désapprobation quant à cette éventuelle candidature du président Moussa Dadis Camara. Il a été décidé également que chaque parti politique mobilise ses militants. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Monsieur le Président, je vais lire la suite. Vous saurez que c'est ces jours où ces rapports apaisés ont été brisés parce que M. Sidia Touré dit ceci. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller. J'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ces meetings se tiennent. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sous haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé. Une seconde fois, à partir de là, on ne m'a plus appelé. Fin de citation. Monsieur le Président, comme vous le voyez, ces menaces du président Dadis à l'égard de l'un des leaders politiques, organisateur du 28 septembre. Ces menaces mettaient clairement en nu la préméditation. Je dis bien, et je pèse mes mots, la préméditation tendant à réprimer violemment la manifestation qui était projetée et d'en rendre responsables les leaders. Et vous comprendrez qu'il le fera plus tard. Monsieur le Président, comme vous le voyez, c'est la même nuit et vous verrez que l'évolution des faits confirme ce que je suis en train de dire. C'est dans la même nuit et que M. Moussa Kegoro, et d'ailleurs, il était là lorsque le président Dadis
passait cette conversation avec M. Sidya Touré. Il était là avec Tibou, dont le téléphone a été utilisé. Mais il est venu nier ça ici. Pourtant, Monsieur le Président, lui-même l'a avoué dans son propre procès verbal d'interrogatoire. Procès verbal d'interrogatoire en date du 8 février 2012, où lui-même disait ceci: j'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi, et c'est lui qui parle, et à la page 3 de son procès verbal d'interrogatoire, j'ai rappelé M. Sidya Touré que c'est devant moi qu'il a été appelé pour lui demander un report de cette marche, en la mesure où le 28 septembre est une date historique de notre pays et que, pour la même raison, le gouverneur de la ville, le ministre de l'administration du territoire s'était opposé. Monsieur le Président, il était là et il a tout suivi. Il a nié, mais il se trouve que M. Sidya aussi dit la même chose dans son premier procès verbal. Vous pourrez vérifier. Il a nié, mais il a été confondu ici par un éminent journaliste, M. Amadou Diallo de BBC. Il a confondu. Mais M. Amadou Diallo ne s'est pas contenté que des déclarations. Il a aussi produit un enregistrement audio à cet effet. Monsieur le Président, ça fait partie de l'histoire récente de notre pays. C'est vrai, en tant qu'acteur de ces procès, nous ne pouvons pas avoir une double casquette. On ne peut pas être témoin. Sinon, nous avons suivi cette conversation parce que BBC et tant d'autres radios retransmettaient en direct ce qui s'est passé ces jours-là. Nous sommes des témoins oculaires de cette partie de l'histoire récente de notre pays. Monsieur le Président, je vais poursuivre. Et il se trouve que le jour même du 28 septembre, il y a aussi des faits qui collent à la peau du président Dadis. Monsieur le Président, ce jour, c'était devant son aide de camp, M. Abouaka Diakité Ditumba, où Dadis a donné des instructions fermes le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Monsieur le Président, et ça, c'était après qu'il avait déjà fait infiltrer les manifestants par des éléments envoyés dans 3 cas. Georges l'a dit au téléphone, pendant que mon commandant était encore là, quand ils étaient venus pour le réveiller. Mais, Monsieur le Président, il n'y a pas que ces seules instructions qui ont été données personnellement et fermement par le président Dadis. Il y a d'autres instructions qu'il a données. Il a instruit le ministre des Services spéciaux
Il a instruit. Il ne veut pas le reconnaître, mais Monsieur le Président, les éléments du dossier, débattus contradictoirement ici, le prouvent à suffisance. Monsieur le Président, il a donné des instructions à M. Moussa Tchegboro Camara à l'effet de se rendre au stade pour aller assurer le maintien d'ordre. Je mets ça entre griffes parce que, Monsieur le Président, avec ce qui s'était passé avec M. Sidya Touré, avec la présence des recrues de Kalea, Monsieur le Président, on sait réellement ce qui lui a été dit. Monsieur le Président, quand on vous parle de maintien d'ordre, quel maintien d'ordre? Un maintien d'ordre qui s'est soldé par un bilan macabre, lugubre, funeste, que nous connaissons tous. Je vais vous donner les preuves acquises au débat de ces instructions. Vous avez en premier lieu le procès verbal dressé sur commission rogatoire, numéro 135 du 6 mai 2011, de M. Claude Pivy, en sa page 7. M. Claude Pivy disait ceci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, hier, c'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Tchegboro pour la mission du maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Hier, non, le président Dadis ne m'a donné aucune explication des consignes particulières qu'il a données à Tchegboro pour le maintien de l'ordre au stade du 28 septembre. C'est Claude Pivy qui parlait ainsi. Mais, Monsieur le Président, vous avez aussi un autre procès verbal de déposition. Mais un procès verbal qui émane de l'un des fidèles, du concepteur, Monsieur le Président, Dadis ou la mort, que je vais nommer son secrétaire permanent, M. Moussa Keita. C'est M. Moussa Keita qui nous met dans ses confidences avec le président Dadis à travers sa déposition. Et en ces termes, M. le Président, hier, le président m'a dit qu'il a envoyé Tchegboro pour le maintien d'ordre. Le président Dadis m'a dit qu'il a envoyé Tchegboro pour le maintien d'ordre. Il a ajouté qu'il ne sait pas comment Toumba s'est retrouvé là-bas. Page 6. Page 6 du procès verbal de déposition en date du 11 mars 2015 de M. Moussa Keita. Quand on nous dit ici que le président Dadis n'a pas donné des instructions, mais Monsieur le Président, je tombe dans nu. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Et M. Bafoué vous a dit ici, M. Moussa Tchegboro était le maître des lieux au stade. En tout cas, ces jours-là, il était le maître. Il vous a dit qu'il a reproché au colonel Tchegboro sa présence là-bas, en lui disant qu'il ne revenait pas à un ministre de la République d'assurer le maintien d'ordre. Mais, puisqu'il était le chef des lieux, le maître des lieux, le commandant des lieux, c'est lui qui donnait des instructions et ces instructions étaient exécutées. Il vous a dit
M. Ansoumane Camara Bafoué, qu'il a reçu des instructions du colonel tendant à débarrasser la rue qui était joncée, Monsieur le Président, de pierres, de ceci, de cela. Et aussitôt, ils se sont exécutés. Il a dit, mais M. Moussa Kegouro était le maître des lieux, Monsieur le Président. Il vous a dit, et d'ailleurs, c'est contenu dans son procès verbal, dont j'ai fait état tout à l'heure des références. Il a dit que lorsqu'il avait échangé avec les leaders, à la suite de ces échanges, il a ordonné que les manifestants qui étaient arrêtés, que ceux-ci soient libérés. C'était lui le maître des lieux, le véritable maître des lieux. Et il y a eu une 60aine de victimes qui nous ont parlé de lui, et brillamment de lui, Monsieur le Président. Il y a un autre fait. Et ce fait, Monsieur le Président, est tout aussi d'une haute importance. Parce que ça prouve qu'il existait un comité de crise. Il y a eu un comité de crise qui a existé au camp Al-Mami Samori Touré. Ce comité de crise, c'est lui qui a géré les corps. Ce comité de crise, Monsieur le Président, c'est lui qui a eu à prendre possession de la scène du crime, Monsieur le Président, au détriment des services de police judiciaire, au détriment du procureur compétent. Ce comité de crise, Monsieur le Président, a existé et son existence résulte à la fois, Monsieur le Président, des procès verbaux, des dépositions et du général Oumar Sano, chef d'état-major général des armées au moment des faits, et du commandant du BQG, du camp Al-Mami Samori Touré, général Édouard. C'est pourquoi je vais donner lecture de leur déposition. Ça vous permettra de comprendre qu'il y a eu une gestion militaro-militaire des corps. D'abord, prenons la déposition du général. Et il s'agit de son enregistrement audio, Monsieur le Président, que nous avons suivi ici. Dans cet enregistrement audio, il apparaît clairement qu'il a été entendu par une délégation de la commission d'enquête nationale, dite indépendante, parce que moi je ne reconnais pas son indépendance, j'en parlerai plus tard. Cette commission nationale d'enquête dite indépendante a dépêché, et c'était à son bureau, et au détriment même de l'article 7 qui prévoyait que les audiences de cette commission sont publiques, on procède à l'audition des autres parties à l'audience publique, mais le chef d'état-major général, lui, il a été entendu dans le confort et dans le secret de son bureau, Monsieur le Président. Et c'est
le président de la commission qui lui posait des questions. On a suivi ça ici. J'ai pris mon temps, Monsieur le Président, pour transcrire ce qu'il a dit. Parce que cette commission d'enquête n'a pas dressé de procès-verbaux. Monsieur le Président, question. La question lui est posée par le président de la commission. Vous avez la commission d'enquête nationale indépendante, malgré votre calendrier très chargé. Merci de nous avoir reçus. Et il lui a posé, après ces salamalek, voilà, qui étaient d'ailleurs d'une certaine complaisance, alors en lui prouvant qu'il serait plus important que toutes les personnes qui devraient être entendues, alors le chef d'état-major a répondu en ces termes. Le 28, moi, j'étais à l'état-major ici. Les éléments étaient déployés. C'était vers 11h, si je ne me trompe pas, que les responsables de la police étaient venus vers moi. J'étais avec mon adjoint, le chef d'état-major de l'armée de terre. On a fait appel au chef d'état-major de la marine et de la gendarmerie qui sont venus me rendre compte. Ils m'ont dit que le dispositif qui se trouvait à Bambeto a été démantelé. Ils sont venus attaquer la police, le commissariat a été brûlé, les armes ont été enlevées et il y a eu des policiers qui ont été touchés et que la foule se trouve devant le stade. Les hommes sont là, ils ne sont pas armés, ils sont en train de jeter les cailloux sur la population. Et c'est vrai, on avait de sérieux problèmes en ce moment. Il poursuit. Le chef d'état-major général en disant ceci. Monsieur le procureur, je crois que ces passages vous interpellent à titre personnel parce que parmi les griefs que vous avez contre mon commandant, vous dites que pourquoi alors il n'a pas empêché la perpétration du massacre du 28 septembre. Donc ces passages vous intéressent et le chef d'état-major, il le disait, sans gêne, on n'avait pas les moyens à notre disposition pour tenir au respect la population. C'est le chef d'état-major. Il n'avait pas les moyens. Ça veut dire que l'armée n'avait pas les moyens. Vous demandez à un particulier de faire mieux, plus que toutes les forces armées de notre pays. Nous y reviendrons, monsieur le procureur. Donc, il continue. On était en train de voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. On s'est réunis tous dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de terre. Ah, c'est pas ça important. Parce que je vais vous donner une lecture tout à l'heure de la déposition du général Théa. Le général Théa aussi a dit qu'ils se sont réunis, le comité de crise s'est réuni dans la salle de conférence de l'armée de terre. C'est la même chose que monsieur le chef d'état-major général est en train de dire. Et lorsqu'il passait ici, et je ne sais pas pourquoi, il n'a pas voulu contribuer à la manifestation de l'armée de terre. Je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'il serait en train de protéger et qui il protège? Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il savait de l'existence de ce comité de crise. Il n'a rien dit. Mais malheureusement, à l'époque, nous n'étions pas en possession de cet audio pour pouvoir l'exploiter comme je suis en train de le faire maintenant. Alors, il dit, on s'est réunis tous dans la salle de réunion de l'état-major de l'armée de terre. Pendant qu'on discutait, c'est là-bas qu'on a appris que Tchegoro était avec les leaders, en train de les convaincre pour qu'ils puissent annuler la manifestation. Pendant qu'on était là,
en train de voir ce qu'il faut faire. Du coup, dans la salle, on nous téléphone pour annoncer qu'il y a des coups de feu, qu'il y a des morts. Les gens ont cassé la porte. Ils sont rentrés au stade, ça tire au stade. Moi, j'ai dit au directeur national de la police et au chef d'état-major de la gendarmerie de contacter les gens et leur dire d'éviter de faire la pression sur la population pour éviter les dégâts. Mais après appel, on a dit qu'il y a eu des morts. Ça a dégénéré. Ce passage est aussi important parce qu'il dit tout de suite, j'ai dit au chef d'état-major de la gendarmerie nationale et au directeur national de la police d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Ils ont envoyé une commission pour me dire que la Croix-Rouge est sur le terrain. Ils sont en train de ramasser les blessés et les morts et ils n'ont pas les moyens pour les envoyer. Alors, c'est le chef d'état-major qui parle et il envoie sur le terrain, sur la scène du crime, le chef d'état-major de la gendarmerie et le directeur national de la police. Ces derniers viennent constater des corps. Des corps. Aucune disposition n'est prise pour la prise en charge de la scène du crime. Mais on fait la part belle à la Croix-Rouge, à une organisation non gouvernementale. Et puis, ici, c'est cette organisation non gouvernementale, alors, qui a pris les dispositions. Et le ministre, le chef d'état-major, il ne nous parle pas ici, monsieur le président, de la dame qui l'aurait appelé au téléphone. Il ne parle pas de téléphone ici. Il ne parle pas de téléphone ici. C'est dans cette salle, il parle de téléphone. C'est dans cette salle, il parle de la dame de la Croix-Rouge. Il a dit qu'il n'a jamais connu cette femme. Et il poursuit en disant ceci. J'ai ordonné le commandant du train d'envoyer les camions. C'est ce qui a été fait. Donc, le chef d'état-major a pris la décision de gérer avec des engins militaires les corps. Les corps se trouvant sur une scène de crime. Monsieur le Président, je poursuis, puisque il dit, tout de suite, comme la situation était grave, avec le directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale, on s'est décidé, puisque le ministre n'était pas là, le ministre de la Défense, d'aller rendre compte au président. Nous sommes partis à la présidence, on a trouvé le président, il venait d'être empêché de sortir, on l'a trouvé dans une colère indescriptible, on lui a dit qu'il y a des corps, le président a dit voilà, je ne voulais pas que ces manifestations aient lieu, sachant l'attitude de nos militaires, là où on ne les envoie pas, c'est là-bas où ils vont. Monsieur le Président, vous voyez les contre-vérités qui furent celles de ce chef d'état-major général des forces armées lors de son passage ici. Il nous a dit ici qu'il n'a jamais pu rendre compte au président Dadis. Et c'est le contraire. C'est le contraire qu'il a eu à déclarer devant la commission d'enquête nationale dite indépendante. Il nous a dit ici que lorsqu'il s'était rendu au camp pour rencontrer le président Dadis, qu'il a trouvé celui-ci dans un état de colère tel qu'il n'aurait pas osé lui rendre compte. Et c'est tout le contraire qui est là. Pourquoi est-ce que notre pays mérite-t-il cela? Que
ses officiers supérieurs, et pas tous, j'ai du respect pour notre armée, mais que M. Oumar Sanogo se permette d'un tel comportement, de venir mentir sous serment devant une juridiction aussi respectable qu'une juridiction criminelle. C'est regrettable, Monsieur le Président. Et il poursuit. En ce qui concerne les unités, les consignes ont été données et ça a été respecté. Et cette précision est capitale. C'est que je vais relever, et puisqu'il dit le régiment a son commandement, mais cela ne voudrait pas dire qu'ils ne sont pas de l'armée, mais ils ont un peu d'autonomie. Monsieur le Président, vous savez, on vous a fait croire ici que toute l'armée aurait été consignée. Et à travers cette déclaration, il est important de faire une distinction nette entre le reste des armées et le régiment à l'époque, Monsieur le Président. Le régiment, c'était l'affaire du président Dadis. Je vous ai fait état des dépositions des chefs d'état-major général des forces armées et de l'armée de terre. Vous avez compris que le régiment, alors, était géré exclusivement par le président Dadis et que les instructions qui ont été données, alors ces instructions ne pouvaient être répercutées qu'au niveau des autres forces armées et que le régiment, n'étant pas sous l'autorité, sous le commandement de la hiérarchie militaire, le régiment ne pouvait pas recevoir d'ordre de cette hiérarchie. Ça, c'est important parce que, comme j'aime le dire, ça vient d'une voix et l'une des voix les plus autorisées. Monsieur le Président, à la question du président de la Commission nationale d'enquête, question. Quand il a parlé des régiments, celui-ci lui a demandé, régiment, voulez-vous dire quoi par là? Réponse du chef d'état-major de l'armée. Il est en train de définir le régiment. Ça va nous permettre tous de savoir ce que c'est que le régiment, Monsieur le Président. Ça va nous permettre de savoir si on peut, à la volée, laisser le commandement d'un tel régiment à son aide de camp qui était déjà dans ses disgrâces. Il poursuit. Le régiment est l'une des compositions de l'armée qui est au-dessus de la section, compagnie, bataillon. Le régiment est un élément de l'armée composé de 4 bataillons, 3 bataillons de combat et 1 bataillon de commandement. Notre cas, donc il parle maintenant, là, il vient de donner une définition générale sur la notion des régiments, mais il parle maintenant du cas spécifique du régiment sous le règne du président Dadis. Notre cas, on a 4 bataillons. On a 4 bataillons. Le bataillon formé par les Américains, Rangers, le bataillon formé par les Français appelés BSP, qui assurait la garde du président général Lansana Conté, le bataillon formé par les Chinois, appelé Commando chinois, et le bataillon des troupes aéroportées Bata. Ce sont les 4 qui composent le régiment. Donc, Monsieur le Président, nous avons tous maintenant une idée concise, nette et précise
des bataillons qui formaient le régiment. Et même si, en plus de ces 4 bataillons, il y avait des camps militaires qui composaient ce qu'on appelait sous le président Dadis la garde éloignée. Les camps Kundara, les camps de Bellevue, les camps, Monsieur le Président, le Gire. Et ces camps-là, Monsieur le Président, faisaient partie du régiment. Et au moment venu, puisque j'ai prévu une partie de cette plaidoirie pour parler du régiment, nous en parlerons. Et Monsieur le président de la commission d'enquête lui pose la question suivante. D'après les sources d'information, les corps seraient venus au camp d'abord avant d'être dirigés à l'hôpital Ignace Dine. Ça aussi c'est important. Le chef d'état-major dit ceci. Effectivement, les corps étaient venus au camp. Après, l'ordre a été donné de les envoyer à Ignace Dine. Monsieur le Président, vous voyez, on prend les corps, on ne laisse pas le soin à la police judiciaire, on ne laisse pas le soin au procureur, comme si la justice guinéenne n'existait pas en ce moment. Et c'est au camp, c'est le camp qui est la destination des corps. Monsieur le Président, c'est au camp où les corps ont été gérés. Monsieur le Président, c'est là, effectivement, où des corps ont été soustraits. Monsieur le Président, c'est là, effectivement, où des corps ont disparu. Depuis quand des militaires géraient des corps à la suite de la commission des infractions aussi macabres? Et vous voyez, là, c'est le général qui parlait, et vous allez comparer ces déclarations à celles du général Théa, et celui-ci aussi disait ce qui suit. Général Théa disait: à la date du 28 septembre 2009, j'étais le commandant du bataillon du quartier général BQG. La veille, nous avons tous été consignés dans les camps sur l'ordre de l'autorité militaire. Dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise, dont j'étais membre, qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée de terre. C'est ça. Ils parlent, les deux parlent du même comité de crise qui a siégé. Et il n'y a qu'une différence au niveau des heures. L'autre dit que c'était dans les environs de 10 heures. L'un dit dans les environs de 10 heures. L'autre dit que c'était à 11 heures. Monsieur le Président. Et il poursuit. Nous avons tous été consignés là 10 jours durant. 10 jours durant, Monsieur le Président. Ces jours, aux environs de 10 heures, nous sommes parvenus, les premiers échos provenant du stade du 28 septembre. On parlait des premiers blessés et des premiers cas de mort. Peu après, c'est le colonel Chérif, ministre de la Santé, que nous avons aperçu. Il a été dit que les premiers corps avaient été déposés à l'ex-résidence du général Lansana Conté et qu'il était question de les transporter à la morgue. Vous voyez, il y a un recoupement.
Il y a un recoupement absolu. Nous avons eu toutes ces informations à partir de la salle de conférence que nous n'avons pas quittée. Nous avons suivi le reste des événements à travers les radios et les télévisions. Monsieur le Président, ces déclarations sont consignées à la page 3 du procès verbal de déposition en date du 13 avril 2016 du général Édouard. Monsieur le Président, le même jour, le jour des malheureux événements, qu'est-ce qui s'est encore passé et qui constitue un fait majeur, un fait notable? C'est que ce jour-là, Monsieur le Président, les occultistes de M. Gono Sangaré, qui l'entretenaient avec le président Dadis, ont été vus au stade, armés de flèches, comme mon commandant les avait vus, ont été vus au stade, porter des coris, Monsieur le Président. Cela a été confirmé par de nombreuses victimes. Monsieur le Président, autre fait, c'est la participation remarquable des éléments des services spéciaux. Mais aussi et surtout celle du ministre, du patron des services spéciaux, M. Moussa Tchegoro Camara. Monsieur le Président, on a suivi les victimes ici. Il y a eu au moins une soixantaine de victimes qui ont fait état des exactions dont ils s'est rendu coupables sur leur personne, Monsieur le Président. Autre fait, Monsieur le Président, c'est que les éléments de la garde parallèle qui ont rencontré, qui ont réveillé ces jours noirs dans l'histoire de notre pays, mon commandant, ces éléments-là ont tous été conduits au stade du 28 septembre. Dans 2 camionnettes de la présidence, avec un véhicule de commandement. Le témoignage fait à cet effet par M. Ansoumane Camara dit Bafoué, et on ne peut plus clair, Monsieur le Président. 2 camionnettes de la présidence. Ces camionnettes-là, de la présidence, de couleur blanche. Il a été très clair, Monsieur le Président. Dirigé par un véhicule de commandement. Alors, quand on me dit que le président Dadis serait étranger à tout cela, Monsieur le Président, veut-on se moquer de qui? Mais pas de vous. Des magistrats aguerris et expérimentés que vous êtes. Hein? Il y a aussi des civils, des miliciens qui étaient entretenus dans le camp avec la promesse d'être enrôlés dans l'armée, qui étaient entretenus par Claude Pivy contre la présence desquels mon commandant s'était élevé. Mais il n'a pas été entendu, puisque ils y étaient
sur les instructions de la plus haute autorité du pays. Qu'est-ce qu'il pouvait faire en tant que petit Mamadou? Monsieur le Président, ces miliciens ont été vus au stade et ils arboraient tous des maillots Chelsea. Ça a été dit ici. Ça aussi, ce sont des éléments acquis au débat. Et le même jour, j'en ai déjà parlé, c'était l'intervention magistrale, remarquable, héroïque, de mon commandant qui a sauvé les leaders, Monsieur le Président. Les leaders, Sidi Touré, François Lucien Fall, Mouktar Diallo, Jean-Marie Doré. Les victimes n'ont pas manqué de louer ces efforts titanesques, Monsieur le Président, gigantesques, ici. Il y a une victime, Madame Fatoumata Bari, qui a dit que grâce à mon commandant, la Guinée a pu échapper à une guerre civile. Mais elle n'est pas la seule. M. Baouri, l'actuel Premier ministre, qu'on veut traîner dans la boue pour avoir témoigné ici contre des intérêts. Parce que, tout simplement, ce qu'il a eu à dire ne va pas dans le sens de la défense de leurs clients. On l'a traîné dans la boue comme si les actes qu'il pose en tant que Premier ministre pouvaient lui enlever son statut de témoin, de victime dans ces procès. Il est victime et il le restera dans ces procès jusqu'à l'intervention d'une décision définitive. Aucune plaidoirie avec véhémence, avec haine, ne pourrait remettre en cause ces statuts. Ce monsieur, il a été aussi clair ici par rapport à la bravoure héroïque de mon commandant, par rapport à ce dont il a épargné la République de Guinée, la guerre civile. Mon commandant, Dieu vous récompensera. Et le peuple de Guinée vous restera reconnaissant. Et toute l'humanité progressiste. Monsieur le Président, toujours par rapport à la chronologie des faits, je viens à présent déterminer des faits qui ont été accomplis le jour même du 28 septembre. Mais après les événements du 28 septembre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé et qui se trouve encore prouvé, établi par les éléments du dossier de la procédure, que nul ne peut nier ici, qu'aucune intelligence, Monsieur le Président, qu'aucun talent d'avocat ne peut fouler aux pieds. Monsieur le Président, les recrues de Kaléa qui ont participé à la tragédie du 28 septembre. Ces recrues, après s'être acquittés de cette sale besogne, ont séjourné, Monsieur le Président, ont séjourné au camp Alfaya Diallo. Et pour preuve, Monsieur le Président,
en dehors même des témoignages très poignants de M. Mamadi Soumaoro, l'une des recrues, qui en font largement foi. Vous avez aussi les déclarations de M. Alpha Amadou Baldé, contenu dans son procès verbal d'interrogatoire en date du 2 novembre 2010. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, plus précisément en ces pages 4 et 5, Monsieur Alpha Amadou Baldé nous apprend ceci. En réponse à une question qui lui a été posée, réponse: quand j'ai pris service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt-Karia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Monsieur le Président, ça c'était après les événements. Des recrues revenus du stade du 28 septembre, qui ont séjourné au camp Alpha Diallo, étaient blessés, Monsieur le Président. Et il continue. Ces jeunes étaient encadrés par un certain adjudant Bamba, sergent-chef à l'époque. S'il n'est pas à l'artillerie, il doit être du bataillon char. Question: qui détenait la clé de la liste, disons, de ces recrues du centre de Kalia? Réponse: c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. Le président voyait ça. Ces recrues s'étaient retrouvés au camp après le massacre du 28 septembre. Ces recrues même participaient à un rassemblement. On va vous interrompre. Ok, monsieur. Rejoignez le box.